Bonjour et bienvenue dans ce troisième chapitre sur l'histoire de l'âge de la Terre. En seconde, vous avez vu que les roches sédimentaires permettaient de reconstituer des paléo-environnements, c'est-à-dire des environnements passés. En effet, selon la nature et la forme des particules qui composent cette roche, le lien entre les particules, on peut retracer l'histoire de la formation d'une roche et donc l'environnement dans lequel elle s'est formée. Par exemple, une rivière, un lac, etc. Un environnement tempéré, tropical, etc. Sans oublier les traces de vie passée, les fossiles. Ainsi, les roches sont des témoins du passé. Alors peuvent-elles nous permettre de déterminer l'âge de la Terre? Dans un premier temps, on va se demander comment l'estimation de l'âge de la Terre a-t-elle évolué au cours du temps. Avant d'être une question scientifique, la question de l'âge de la Terre a été une question religieuse et philosophique. Un grand nombre de religions proposent d'ailleurs une explication sur la création du monde. Et au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote propose que la Terre soit éternelle. Elle n'a ni début ni fin. Elle n'a donc pas d'âge. Au XVIIe siècle, l'étude de récits bibliques amène des religieux à proposer la création de la Terre 4000 ans avant l'ère chrétienne, soit 6000 ans en comptant à partir d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, les premières expériences viennent heurter cette première estimation de l'âge de la Terre. C'est le cas des travaux expérimentaux de Georges-Louis Leclerc, également appelé Comte de Buffon. Il applique la démarche scientifique et se base sur des hypothèses. Il réalise ensuite des expériences pour tester ces hypothèses sur le refroidissement des boulets de canon. Je laisse Michel Serres, philosophe et historien des sciences, vous raconter la suite. Et il en a déduit l'âge de la Terre. Parce que l'idée qui était assez vieille venait que la Terre venait d'une nébuleuse primitive qui était, etc., et se refroidit. Ce qui était vrai d'ailleurs en plus. Et il en a déduit l'idée que la Terre avait un âge de plusieurs millions d'années. Il n'a jamais osé le dire à l'Académie. Il n'a jamais osé, parce qu'il était évident pour tout le monde à l'époque que l'âge de la Terre se chiffrait par milliers d'années et non pas par millions. L'avancée des mathématiques, notamment avec la transformée de Fourier, et de la physique, avec l'étude des transferts de chaleur, ont permis à William Thomson au XIXe siècle, également appelé Lord Kelvin, de modéliser le refroidissement de la Terre et proposer un nouvel âge de la Terre. On rappelle que la modélisation est une méthode d'étude de phénomènes réels difficiles à étudier, soit de par leur taille, ici la taille de la planète, soit de par la durée du phénomène, ici qui dépasse largement la durée d'une vie humaine. Ces modélisations peuvent être l'étude d'un objet représentant un phénomène réel, ici simplifié. Ou alors, ça peut être également une méthode de calcul qui permet de décrire un phénomène réel et d'en prévoir ses conséquences. C'est le cas des prévisions météorologiques. Dans les deux cas, on simplifie le phénomène. La réponse est donc en quelque sorte approximative. Par le calcul et en réalisant un certain nombre d'approximations, Lord Kelvin date l'âge de la Terre entre 24 et 400 millions d'années, soit de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de millions d'années. Dans le même temps, des naturalistes, dont Charles Darwin, biologiste, et Charles Lyell, géologue, proposent des échelles de temps bien plus longues. Ils basent leur théorie sur l'observation de phénomènes naturels, l'évolution des espèces pour l'un et les phénomènes d'érosion et de sédimentation pour l'autre. Ils proposent donc un âge de la Terre de l'ordre du milliard d'années. Cependant, leurs observations ne sont pas suffisamment précises pour donner un âge. L'incompatibilité entre les résultats du physicien Lord Kelvin et des naturalistes de l'époque mène à une controverse sur l'âge de la Terre. Alors, comment, à l'heure actuelle, mesure-t-on l'âge de la Terre? Pour déterminer l'âge de la Terre, les méthodes actuellement acceptées par la communauté scientifique sont basées sur le géochronomètre. Il s'agit de calculer un temps écoulé grâce à la connaissance de la désintégration radioactive. Cette méthode a été proposée par Ernest Rutherford en 1904. Elle est basée sur l'idée générale que des éléments radioactifs sont piégés dans les roches au moment de la formation de cette roche. Lorsque ces éléments radioactifs subissent la désintégration,
Les éléments fixes stables restent dans la roche, puisque la roche est un solide. Il est donc possible de compter les éléments radioactifs, appelés éléments pairs, et les éléments produits par désintégration, appelés éléments fixes, qui sont stables. C'est le cas de différents isotopes d'uranium, par exemple, que l'on retrouve dans différentes roches qui se désintègrent pour donner du plomb. Il est possible de mesurer la quantité d'éléments pairs et la quantité d'éléments fixes dans différents échantillons de roches, avec l'hypothèse que ces échantillons se sont formés en même temps. La quantité d'éléments fixes à un instant t, ici n, correspond à la quantité présente dans la roche au moment de sa formation, n0, et à la quantité obtenue par désintégration des éléments pairs. La loi de décroissance radioactive permet de relier mathématiquement ces deux quantités avec le temps. Cependant, il reste une inconnue dans l'équation. N0, la quantité d'éléments fixes au moment de la formation de la roche, est inconnue. Selon les couples éléments pairs éléments fixes, différentes méthodes de résolution du calcul sont utilisées. L'une d'entre elles propose de construire une isochrone, c'est-à-dire une droite sur laquelle s'alignent les données de différents échantillons. Ces échantillons sont présumés formés en même temps. L'isochrone met en relation la quantité d'éléments fixes qui augmente au cours du temps et la quantité d'éléments pairs qui diminue au cours du temps. En d'autres termes, lorsque l'hypothèse de départ, les échantillons se sont formés en même temps, est vraie, les données des différents échantillons s'alignent sur une droite, ce qui signifie que la même quantité de temps s'est écoulée pour chacun de ces échantillons, même si leur composition de départ ou leur composition à l'instant t n'est pas la même. Cette méthode des géochronomètres a été utilisée pour la datation de météorites réalisée par Claire Patterson. Basée sur l'hypothèse que certaines météorites se sont formées en même temps que la Terre. Ainsi, la datation par géochronomètre de ces météorites permet de connaître l'âge de la météorite, mais également l'âge de la Terre. Publiée en 1953, son étude propose une estimation de l'âge de la Terre grâce au rapport isotopique du plomb. Il obtient 4,55 milliards d'années avec une erreur de 0,7 milliards d'années. Pour terminer, que nous apprend l'étude de l'histoire de l'âge de la Terre? Au cours de cette vidéo, vous avez pu voir que l'âge de la Terre a été proposé grâce à différentes théories au cours du temps. On rappelle qu'une théorie est un ensemble d'hypothèses qui expliquent des faits. Ces faits peuvent être des résultats d'observation ou des résultats expérimentaux. Les hypothèses, sur lesquelles se sont basées les expériences, ou même les résultats expérimentaux, sont limités. Ces éléments sont donc discutables puisque le phénomène en lui-même n'est pas directement observé. Personne n'était là à la formation de la planète Terre. Il s'agit de confronter les méthodes et les résultats de manière scientifique et rigoureuse. Lorsque les scientifiques obtiennent des résultats incompatibles à partir d'expériences ou de modélisations différentes, leurs travaux sont soumis à controverse. Les scientifiques affrontent alors leurs idées, hypothèses et résultats. C'est l'exemple de la controverse entre Kelvin et les naturalistes au XVIIIe siècle. Il semblait inacceptable que des résultats obtenus par des modélisations mathématiques soient erronés. Ces controverses permettent de discuter les différents éléments d'une théorie. Ici, il manquait certaines connaissances à Kelvin pour améliorer sa modélisation mathématique. Ces controverses sont donc nécessaires au progrès et à l'avancée des connaissances. De plus, pour qu'une théorie soit acceptée, des hypothèses doivent pouvoir être testées par différentes méthodes expérimentales. Les résultats doivent être reproductibles, c'est-à-dire que d'autres scientifiques réalisent les mêmes expériences ou des expériences différentes et doivent obtenir les mêmes résultats, dans le même cadre d'hypothèse. Dans ce cas, la théorie peut être acceptée par la communauté scientifique. C'est l'exemple du résultat obtenu par Claire Patterson pour l'âge de la Terre. Entre autres, des méthodes basées sur la radioactivité ont été utilisées sur d'autres objets et avec d'autres géochronomètres, confirmant les résultats de l'âge de la Terre. À l'heure actuelle, ces résultats de Claire Patterson et ces hypothèses qui sont argumentées, étayées de faits, ne sont plus remises en question par la communauté.
on parle de consensus scientifique. Enfin, on observe dans cette histoire que les découvertes sont possibles dans un contexte scientifique précis. Par exemple, nous avons vu que les résultats de Kelvin ont pu être possibles grâce à la résolution de problèmes mathématiques et physiques. C'est l'avancée des savoirs qui lui a permis de réaliser les calculs de l'âge de la Terre. De même, l'amélioration des connaissances sur la radioactivité au début du XXe siècle ont permis l'élaboration de nouvelles méthodes de datation, les géochronomètres. Enfin, les résultats de Claire Patterson ont permis de mettre fin à la polémique grâce notamment à l'amélioration des techniques. Les isotopes radioactifs sont présents en très faible quantité dans les roches. Pour les détecter avec précision, il faut donc des outils de mesure particulièrement fiables. Or, la méthode de mesure qu'il a utilisée, la spectrométrie de masse, entre autres, a fortement progressé dans les années 1918-1919. Les outils techniques étaient donc disponibles pour tester ces hypothèses. Les découvertes sont donc possibles grâce, d'une part, aux avancées des connaissances, mais également, d'autre part, aux progrès techniques, permettant l'amélioration, voire même la création de nouvelles méthodes d'études. En conclusion, nous avons vu que, au cours de l'histoire des sciences, différents arguments ont été utilisés pour aboutir à la connaissance actuelle de l'âge de la Terre. Temps de refroidissement, empilement sédimentaire, évolution biologique, radioactivité, etc. L'âge de la Terre est aujourd'hui précisément déterminé et est de 4,57 milliards d'années. Nous avons également vu que l'histoire des connaissances actuelles est le résultat de constructions qui nécessitent du temps et qui est jalonné de découvertes clés dans un contexte scientifique précis, c'est-à-dire des savoirs préexistants et un état des progrès technologiques. N'oubliez pas de réaliser le quiz pour valider la vidéo. Pour aller plus loin sur ce thème, je vous propose 3 BD sur l'histoire des sciences et 2 livres pour découvrir la Terre sous un nouvel angle. Ils sont disponibles au CDI. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt.